Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan, dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, je reçois Jean-Claude Ferry, dernier pêcheur de Porquerolles. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes un enfant de l'île, vous êtes le frère de Daniel Ferry à qui un épisode du podcast a été consacré. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vos parents se sont rencontrés à Porquerolles en 1928. Votre père Marius travaille alors comme marin sur le paquebot le Lutetia qui assure les liaisons entre la France et l'Amérique du Sud. En vacances, il retrouve son frère Joseph qui travaille à Portmont comme maçon. Il est embauché au manoir par monsieur et madame Henry où il rencontre votre mère qui travaille aussi pour le compte de la famille Henry. Madame Henry favorise leur mariage en leur garantissant à tous les deux une place au manoir. Votre père donne alors sa démission à la marine et c'est ainsi que vos parents s'installent à Porquerolles. Jean-Claude, vous êtes le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Vous avez consacré votre vie à votre métier et votre passion, la pêche. On va bien sûr y revenir. Mais pour commencer, Jean-Claude, est-ce que vous pourriez nous dire comment se sont passées les années qui ont suivi l'installation de vos parents à Porquerolles? Quelles sont les fonctions qu'ils ont exercées sur l'île? C'est-à-dire les souvenirs, là, j'étais réellement très jeune, puisque après la guerre, moi je suis né en 1935, et la guerre en 40 nous a fait évacuer, on a quitté Porquerolles. On a eu 3 jours pour quitter Porquerolles. Donc les parents sont partis avec leurs valises, point final. Ils n'avaient rien d'autre, ils ont tout laissé. Et après, de Porquerolles, on est allé à Hyères, et de Hyères, on est allé à Chaumont. Ma mère était native de la Haute-Marne. On est allé à Chaumont. Et là, mon père s'est fait embaucher comme... c'était un des rares à avoir le permis. Et on lui a donné une voiture électrique avec laquelle il allait chercher les sacs postaux à la gare et les amener au central de tri de la poste de Chaumont. Et voilà comment on a passé la guerre. On a été bombardés moult fois. Ouais. Et puis donc après, mon père et ma mère ont décidé de revenir quand la guerre a été terminée. Et on est revenu. Alors là, il y a une anecdote que j'adore. C'est que on est tout de suite venu voir mon père pour lui dire « Voulez-vous reprendre le service officiel de Salindière Porquerolles ?» Mais il n'avait qu'un pointu. Mais bien sûr, il a dit oui. Il était pêcheur, Il était déjà pêcheur. Il était déjà pêcheur. Il avait un pointu. Il a retrouvé criblé de balles, mais réparable. Et donc, il s'installe comme actuellement, on a la TLV pour faire les transports des Salindières Porquerolles. Et là, tous les gens qui étaient évacués, eh ben, c'est mon père qui les a ramenés sur ce pointu. Un jour, il avait 23 personnes à bord. Un pointu, ça fait que 6,50 m. 23 personnes à bord et une chèvre. Il a ramené tout ce monde-là à l'île du Levant. Une expédition. Et alors, dans les transports, ma mère, bien sûr, en faisait partie. Et un jour, un soir, il a dit, il faut que je retourne pour faire le départ du lendemain. Et comme à Porquerolles, personne n'était encore revenu, il a laissé ma mère toute seule sur l'île. Toute seule. Il est reparti chercher les gens du lendemain matin. Ma mère a passé sa nuit toute seule sur l'île. Pas d'habitants. Incroyable, ça pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre, c'est rigolo. Elle vous l'a raconté cette nuit? Oh ben oui, je comprends. Mais d'ailleurs, elle était pas peureuse. Et après, on a réfléchi que il aurait pu y avoir quelqu'un de caché dans la colline ou quoi. Et donc, c'est vrai qu'elle était pas fière non plus, mais contente quand elle a vu son mari arriver le lendemain. J'imagine. Vous savez en quelle année se passe le retour à Porquerolles? Eh ben, le retour c'était 45, 46, 45. Dès qu'il y a eu la libération, on est arrivé en courant. Donc vous grandissez, vous revenez à Porquerolles, vous avez une dizaine d'années. C'est ça. Alors, on a envie de vous demander comment c'était de grandir à Porquerolles après-guerre. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des impressions de cette période?
Alors là, les souvenirs, on les a plutôt à travers l'école, hein, puisque malgré tout, l'école a repris assez vite. On a eu plein d'institutrices, de jeunes institutrices qui arrivaient de l'école normale, donc dont Madame Vial, Denise Vial, que j'ai adorée, Mademoiselle Cordero, qui était une institutrice que Madame Henry avait fait venir presque spécialement pour ses petits-enfants. Mademoiselle Cordero, qui était une Arlésienne. On a été marqué par... c'est ça, ma jeunesse, c'est l'école, quoi. Alors, bien sûr qu'après, mon père m'emmenait à la pêche chaque fois. Mais bon, quand on embarque à 10 ans ou 12 ans sur un bateau, on fait pas grand-chose. Sinon on attrape le virus, quoi. C'est tout. Hein. Alors, vous évoquez vos institutrices, Madame Vial, Madame Cordero. Je sais qu'il y a une institutrice qui vous a particulièrement marqué, c'est Janine Sémuller, qui est arrivée en 1948, qu'on a entendu dans le podcast puisque un épisode lui a été consacré. L'école, à ce moment-là, est aménagée dans la sacristie de la chapelle Saint-Tropez. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lien que vous avez avec Janine Sémuller ? Avec Janine Sémuller, pour moi, ça a été une vraie révélation puisque je sais pas pourquoi, mais d'abord, elle avait cette diction tellement douce. C'était un régal que de l'écouter, à tel point que lorsqu'on avait fini l'école à la sacristie, là, eh bien, le soir, elle m'emmenait encore au coin de son feu de cheminée. Et elle me lisait Phileas Fogg, Le Tour du monde en 80 jours. Elle passait encore 2 heures avec moi. C'était une vraie passion. Cette institutrice m'a ouvert, elle m'a sauvé parce que elle a déclenché quelque chose qui m'a servi beaucoup par la suite. Parce que après, j'avais l'impression que je pouvais, j'étais moins timide avec ce que je savais et ce que je savais pas surtout. Donc, elle vous a transmis un Elle m'a transmis en 1 an, elle m'a habité, quoi, carrément. Elle m'a habité. Je l'ai retrouvé dans tout ce que je faisais, dans tous mes écrits, à tel point que, un professeur de français, là, j'étais en 5e, m'avait laissé un sujet libre. Et j'avais opté pour, l'arrivée à Port-Cros. Vous savez, quand on arrive, on voit rien. Et puis d'un coup, hop, tout se découvre. C'est vrai que c'est magique. Magique. Et à l'âge que je ressentais ça, mais je suis sûr que c'était à cause de Janine. Et ce professeur de français m'a dit, c'est tellement beau, il faut que j'aille voir. Vous aviez écrit quoi? Vous vous souvenez un petit peu de ce que vous aviez écrit? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais je pourrais le refaire, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que on a cette pointe. On arrive, on voit rien et d'un coup, tout se découvre. C'est presque un film, quoi. Hein, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Absolument magnifique, en effet. Alors Pierre Buffet dit, en se remémorant son enfance, pour nous la Terre se limitait à Port-Cros. Le continent c'était le zoo humain et Port-Cros c'était la vraie vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous traversiez souvent? Alors peut-être pas complètement parce que moi je pense que j'allais beaucoup moins que Pierre Buffet sur la côte. Nous, quand on était là, on y restait. Hein. Là, en ce moment, il y a 3 ans que je suis pas allé sur la côte déjà. Vraiment? Donc ça ne me pèse pas du tout. Hein. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas traversé? 3 ans que je suis pas allé sur la côte et je n'ai pas envie d'y aller. Donc, si vous voulez, cet attachement viscéral de Port-Cros, je l'ai un peu dans les tripes, comme on dit. Et quand j'étais gosse, c'est pareil. Et après, quand ma mère m'a envoyé en pension, j'ai souffert comme un damné. Alors on va y revenir à votre passage en pension. Je voulais juste parler des années que vous avez passées à Port-Cros. Est-ce que vous pensez que Port-Cros a pu influencer, alors avec ce que vous venez de me dire, je crois qu'il n'y a pas de doute, mais a pu influencer votre rapport au monde, aux autres, à la nature, et si oui, dans quel sens? Ah, ça je sais pas du tout, parce que en fait les vies se vivent par tranches, hein, et curieusement maintenant c'est vrai que je pourrais essayer de m'influencer, mais je veux dire Port-Cros, quand on est natif de Port-Cros, on allait sur la côte, bon il y avait d'autres choses à voir. Alors évidemment on était quand même curieux, mais ça faisait rien, on ne souffrait pas d'être à Port-Cros, de n'avoir presque rien.
On avait quoi, un bateau à rame, un bateau à voile, mais déjà c'était fabuleux. Pour nous, c'était fabuleux. Donc, moi, j'ai jamais envié les gens des villes, les voitures. Ah ben les voitures. Alors ça, c'est l'anecdote un peu rigolote. Il paraît que ma mère m'a dit quand on arrivait aux Salindières et que il y avait quelqu'un qui mettait une voiture en route, j'allais derrière pour sentir l'odeur de l'échappement. Tellement c'était exotique. Pour vous dire à quel point on était, ça on peut pas l'inventer. Hein. Est-ce que vous avez connu les Henry? Ah ben oui, enfin pas plus que ça, parce que Madame Henry, c'était, c'était un peu c'était, ça a toujours été la doyenne qui traversait le port avec sa robe longue qui traînait presque par terre, les cheveux avec les macarons. C'était la grande classe, Madame Henry. C'était la grande classe. Et elle aussi faisait des efforts pour nous. Elle nous invitait au Toiton. Le Toiton, c'est la petite maison qui est en surélevé. Maintenant, c'est Monsieur Cani qui habite là. Et là aussi, il y avait une grande pièce avec une cheminée énorme. Et Madame Henry nous faisait chanter en provençal. Et c'était rigolo, mais on aimait ça. Hein. On aimait ça quand elle nous invitait. On allait passer 1 heure ou 2 pour apprendre le provençal. Elle était intimidante ou pas, Madame Oui, Henry? très. Mais je l'aimais bien et elle m'aimait bien. À tel point qu'un jour, elle me dit... Tu crois en la métempsychose? J'ai dit, bien entendu. Alors elle me dit, moi, je voudrais être ce rocher magnifique qui est la Gabinière, battue par la mer, mais résistante à tout. Et toi? Et moi, comme un imbécile, je dis, moi, je voudrais être un gabian. Et d'un coup, j'ai pensé que le gabian, il allait faire ses crottes sur elle avec nous-mêmes. Est-ce qu'elle a réagi? Elle n'a peut-être pas réalisé, mais elle m'a pu poser une question. Et Monsieur Henry, vous avez des souvenirs de oui, Marcel mais Henry? il était pas sociable. Lui, il était raide, il parlait pas. Non, il avait pas envie de connaître les gens plus que ça. C'était un monsieur charmant, mais il était pas attirant, quoi, je veux dire. Et puis vous étiez enfant, peut-être aussi. Ouais, il y avait une non, mais il distance. laissait tout à sa femme. Ouais. Alors, vous obtenez votre certificat d'études, certainement grâce à Janine Sémiller. Elle en a pleuré, elle en a pleuré. C'est vrai. Ah oui. Quand elle était dans les bureaux là-haut et qu'elle a vu sur les listes que j'avais réussi mon certificat d'études, elle est descendue en larmes. Elle m'a dit, tu as réussi. J'étais le premier élève qu'elle présentait au certificat d'études. Ah, c'est et oui, alors, c'était un beau cadeau que je lui avais fait, hein, parce qu'elle méritait ça, sûrement. C'était un bon retour des choses. Alors, vous obtenez votre certificat d'études. Votre mère pense que vous recevrez un meilleur apprentissage en Haute-Marne. Eh oui. Elle vous envoie au collège de Chaumont, chez l'une de ses sœurs, je crois. Quel âge vous avez à l'époque? Vous vous souvenez? Eh ben, du moment que je suis rentré en 5e direct, j'ai pas fait de 6e. Du certificat d'études, je suis passé en 5e direct. Et là, Janine Sémiller me dit, j'ai fait une grosse erreur. J'aurais jamais dû te faire passer en 5e direct. Elle a pensé que peut-être j'étais pas aussi en retard que ça, mais il n'empêche que d'abord j'avais 1 an d'anglais de moins. Hein. Oui. Et c'était dur je l'ai jamais rattrapé d'ailleurs. Hein. Après, j'ai la deuxième langue. J'avais pris l'italien qui était une langue que je connaissais mieux puisque j'habitais dans le Midi. Alors mon italien sauvait un peu mes mauvaises notes d'anglais, quoi. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai ramé quand même. Mais enfin, j'ai jamais redoublé. Alors. Donc vous aviez quoi, 13-14 ans à ce moment-là? Voilà, 14 ans. 14 ans. J'étais dans ma 14e année quand j'ai passé le certificat d'études. D'accord. Et alors alors là, ce qui est intéressant, c'est on a envie de vous demander, vous avez 14 ans, vous quittez Port-Cros pour la Haute-Marne, qu'est-ce que vous ressentez alors? Là, c'était atroce, hein. D'autant que ma mère m'envoie chez, on dit une sœur, mais c'est pas vrai, c'était une de ses cousines qui était mariée avec un inspecteur des PTT et qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Alors, la priorité, c'était le cocker. Hein. Le cocker avait toutes les priorités, mais pas moi. Et comme ils n'ont jamais eu d'enfant, ben ils avaient du mal
à vivre ça aussi. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ça j'en doute pas. Mais il n'en est pas moins vrai que je ressentais que j'étais pas au bon endroit, à tel point que un jour, Monsieur Milot, il s'appelait Monsieur Milot, il m'a attrapé un dimanche en train de lire Sélection du livre. Et à cause de ça, il est allé voir le proviseur pour lui expliquer que c'était inadmissible, que le dimanche, et le proviseur m'a convoqué, il m'a dit, mais les sélections du livre, je suis tout à fait d'accord, moi, c'est très intéressant. Et alors il m'a dit, qu'est-ce que vous voudriez? J'ai dit, moi, je voudrais être pensionnaire. Alors il m'a dit, ah bon? Et j'ai dit oui, parce que après tout, à la pension, je serais moins malheureux qu'avec eux, étant donné que à la pension, vous vivez la même chose que tout le monde. On va jouer au football le jeudi, etc. Bon. Alors il a dit, bon, ben, je vais faire le nécessaire, et ça a marché. À partir de là, j'ai été nettement moins malheureux. Mais enfin, bon, Chaumont, c'est moins 23 l'hiver, hein, je sais pas si vous savez, mais je l'ai écrit dans l'article, là, les draps étaient tellement glacés, ils laissaient les fenêtres ouvertes, les draps étaient gelés la nuit, moi je dormais habillé, évidemment, hein. C'était affreux, la température là-haut, il faut être au Marnais pour subir ça. Hein. Oui, je veux bien vous croire. Surtout un méridional. Exactement, surtout quelqu'un qui vient d'ici. Alors, vous restez combien de temps en Haute-Marne? Alors, j'ai fait 5e, 4e, 3e. Et quand j'ai attaqué ma seconde, mon père est tombé malade. Et alors, ma mère m'a demandé si je voulais pas revenir pour... Elle avait peur qu'il parte en mer tout seul, donc à partir de là, ça a été le premier but, c'était de le surveiller, quoi. Donc j'ai stoppé en seconde, mais ravi d'arrêter, parce que quand même c'était loin d'être facile pour moi. Hein. Donc vous rentrez, j'ai cru lire en 53 à peu près, vous avez 17-18 ans? Oui, certainement. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je crois que vos parents tiennent un bar. Voilà, ma mère a pris la boutique. Ça s'appelait La Boutique, c'est le premier restaurant là. Lens. Ou Lens, oui. Ça s'appelait Lens. Ça s'appelait La Boutique à l'époque. Et donc mes parents ont pris ça, et donc du coup je me suis trouvé embrigadé dans le service de table, etc. quoi. Oui, vous aidez un peu au magasin, vous aidez au... Le magasin était... maman avait un petit magasin à côté, dans la boutique, qui avait inclus un petit magasin, voilà, et maman tenait ça, papa s'occupait de la cuisine, mais l'été, et après l'hiver, on refaisait la pêche complètement. D'accord. Voilà. Et j'ai lu que vous faisiez le standardiste, qui avait une seule cabine sur l'île. On était cabine de téléphonique, avec le... Et hop, on appelait le numéro. Quand la personne avait fini de téléphoner, on demandait combien d'unités et on faisait payer dans la caisse téléphone. C'était rigolo. J'envoyais tous les télégrammes aussi. À tel point que maintenant, ça me fait encore rire quand il faut épeler un truc. Et Suzanne, Ursule, Pierrot. Vous maîtrisez bien. Oh là là, carrément. C'est assez rigolo. Vous travaillez ensuite, alors peut-être que j'ai fait une ellipse, vous me corrigerez si je me trompe, mais vous avez travaillé au service de Madame Desmarais. Oui, alors ça c'est une belle histoire aussi. Alors pour préciser pour les auditeurs qui connaissent pas l'histoire, je voudrais juste dire que Madame Desmarais est approchée par les Henry en 1937 parce qu'ils étaient dans l'impossibilité d'acquérir l'île, et grâce à Madame Desmarais qui achète l'île de Porquerolles en 1937, une partie de l'île leur est rétrocédée. Vous êtes le chauffeur alors du bateau qui s'appelle le Cœur Volant. Il est là d'ailleurs, hein, ce bateau. Vous l'avez pas vu? Ah mais non, mais j'irai le voir avec grand plaisir. C'est un bateau, petit bateau anglais d'ailleurs. Oui. C'est un des rares bateaux à moteur qui a l'avant un peu trop soulevé parce que le petit-fils de Madame Desmarais là a enlevé les moteurs à essence pour y mettre des moteurs diesel qui sont nettement trop lourds. Et donc le bateau, il relève comme ça. Mais sinon, il est dans le port? Il est dans le port. Mais j'irai voir. Alors, à l'époque, vous habitez Portman, si je me trompe pas? Oui, c'est-à-dire, je suis allé à Portman, parce qu'il y avait un gars qui s'appelle Cyr, là, le mari de Christiane Bonfanti, qui travaillait à Portman. Il faisait un mur en bord de mer. Et puis, il y avait Lino,
encore un autre Italien là-bas qui l'aidait. Et puis Lino tombe malade. Et moi, j'étais venu voir mes parents et je devais repartir le lendemain. Et Cyr passe à côté de moi et me dit « Tu veux pas venir m'aider à faire ce mur? Il y a Lino qui est fatigué et tout. » Alors j'ai dit « Bah oui, combien de temps ?» Il me dit « Oh, 1 mois, même pas. » Donc j'ai dit « Bah allez, d'accord, je vais t'aider. » Je suis allé à Portmont. Madame Desmarais arrive entre-temps. « Ah, Jean-Claude !» Et voilà. Et puis d'un coup, elle m'a dit « Vous me mèneriez pas mon bateau cet été ?» Bah j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Alors j'ai dit « Hop, ça m'a prolongé d'un peu. » Et pendant l'été, le garde qui était à la Palue, il donne sa démission. Et elle me dit « Vous voulez pas prendre la Palue ?» Et voilà, ça c'est le virage de la vie dans toute sa splendeur. Hein. Je suis venu là pour... Et puis boum, ça a chamboulé tout. C'est-à-dire, alors quelles ont été vos missions auprès de Madame Desmarais? Vous êtes resté combien de temps? Oui, c'est la fille de Madame Desmarais, c'est sa fille, Christiane Combes. Oui. C'était la fille de Madame Desmarais qui est mariée avec le comte de Cabarrus. Oui. Voilà. Non, le garde, il s'occupe de tout, mais du jardin, des bateaux, voilà, c'est ça l'entretien, quoi. Alors, bah, ça a duré quand même quelques années, hein. C'est une période que vous avez aimée? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé la Palue. À la Palue, un jour, j'ai laissé tomber mon sucre dans ma tasse et ma femme m'a dit « Tu fais beaucoup de bruit ce matin » pour vous dire le silence qui régnait là-bas. Jean-Claude, comment vous vous mettez à la pêche? C'est votre père qui vous initie? Ben, évidemment, c'est lui qui m'a embarqué momentanément. Alors, j'ai fait 18 mois de pêche avec mon père. Après, je suis parti, et puis je suis allé là où vous avez vu la Palue, Portmont, tout ça. Ouais. Et donc, il me restait ces 18 mois qui étaient inscrits aux affaires maritimes. Et puis un jour, j'ai dit, de la Palue, j'ai dit, je vais faire la pêche carrément. Et là, je me suis acheté un bateau. Ouais. Et voilà, je suis devenu pêcheur parce que j'étais déjà pêcheur avant. Ça a été très simple. D'accord. Et alors, vous dites, j'ai lu que vous aviez le mal de mer, mais que votre père... Oui, j'avais le mal de mer, oui, mais là, il y a de quoi, parce que un bateau de pêche, vous êtes tout en train de travailler, mais la tête baissée. Hein. Alors, tout ce que vous faites, c'est toujours la tête baissée. Au bout d'un moment, vous savez plus où vous habitez. Et là, j'avais le mal de mer. Mais il m'a dit, insiste, parce que lui aussi, sur le Lutetia et le Massilia, il avait eu le mal de mer. Et il m'a dit, après, ça finit par passer, effectivement, ça... Et ça m'a surtout passé parce que, quand j'étais intéressé au premier chef de savoir ce que j'allais arriver à attraper ou quoi, j'avais autre chose à penser qu'au mal de mer. Et Dieu sait que ça a été une période magnifique, magnifique. Je regrette rien du tout. Au contraire, si je pouvais conseiller à quelqu'un de le faire, c'est une expérience, c'est presque une histoire d'homme, à savoir que vous partez le matin à 2h30, 3h du matin, et vous partez en chantant, hein, vous partez pas au boulot, vous partez parce que vous avez envie, parce que vous savez pas ce que vous allez prendre. Il y a une telle envie que vous laissez pas la place à la fatigue, à rien d'autre. C'est passionnant, c'est tout. Alors vous commenciez, vous dites à 2h, 3h du matin, vous pouvez nous raconter une journée de pêche à Port-Cros? Oh là là, je comprends. D'abord à 2h du matin, il faut y aller. Pourquoi? Parce que il faut avoir posé des filets dits à rouget bien avant que le jour se lève, de façon à ce que le rouget ne voit pas arriver ce filet. Le rouget, il dort, et lui, nous on pose le filet et on l'encercle à l'intérieur de ses doubles. Après, au lever du soleil, le rouget bouge et là, il va se prendre dans les mailles. Et pendant ce temps, vous allez tirer d'autres filets comme les filets à rascasse, les filets à bouillabaisse, etc. Et voilà. Et puis alors, en dernier, vers 11h30 midi, vous tirez le filet à rouget à nouveau et là, vous démaillez vos rougets. J'ai des photos là qui seraient jolies à vous faire voir. Oui, montrez-moi. Alors, ça, c'est déjà mon bateau. Ouais. Regardez une Vous bouillabaisse. pêchiez quoi, par exemple? Hein? Vous pêchiez quoi comme poisson? Eh vous allez voir. Ça, les langoustes. Regardez, voilà un panier de rougets. Ah, magnifique. Oui. Ah là là, oui. Donc des rougets, des langoustes. Voilà. Un jour, j'ai pris un espadon, regardez. Waouh. Un jour, j'ai même pris un requin.
Regardez la taille du requin. Requin pèlerin, vous savez. Il n'a pas de dents, c'est un requin qui mange que du plancton. Oui. Mais il s'est embobiné dans mon filet. Et évidemment, quand j'ai tiré, il était mort. Alors je l'ai ramené pour qu'on le photographie. C'était à Port-Mans. Hein. Et alors, vous dites dans un article qui vous a été consacré qu'à 10h, vous aviez l'appel de votre femme, Jeanne, qui vous disait qu'est-ce qu'on prépare. Oui, ça n'a pas été au début, mais après, on avait 2 radios, dont une à bord qui était officielle, et puis une petite que j'avais mis à la maison. Et tous les jours, ma femme m'appelait en me disant « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on prend pour le déjeuner ?» Alors quelquefois je disais écoute, aujourd'hui je suis bien embêté, j'ai que des langoustes. Ah mince. Et alors les gens de bateau qui étaient sur la même onde, ils disaient oh nous on veut bien. Qui étaient vos clients à l'époque, les restaurateurs? Alors à l'époque j'avais le Manoir, oui. l'Hostellerie Provençale et la boutique, la Seine, voilà. Et Loustalé, j'en avais 4 restaurants. D'accord. Ça, c'était au tout début. Et petit à petit, ils se sont un peu laissés avoir par l'aquaculture, vous savez. Ça les a, évidemment, au niveau des prix, c'était mieux, c'est plus calibré, etc. Bon, ils se sont un peu, mais ils ont vu qu'ils avaient quand même pas mal perdu de clients parce que les gens venaient manger une bouillabaisse. Une bouillabaisse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans l'aquaculture, hein. Alors après, moi, j'ai trouvé un restaurant à Saint-Clair, à côté du Lavandou. Oui. Il s'appelait Raymond Vial. Enfin, il s'appelle toujours, je pense qu'il est pas mort. Et lui était spécialiste de la bouillabaisse, donc il arrivait à faire entre 100 et 200 bouillabaisses par jour, tout au feu de bois. Il est extrêmement renommé maintenant, je sais plus, là j'ai un peu perdu pied, j'ai plus de ses nouvelles, je sais pas si son fils a repris l'affaire ou pas, mais lui, après quand j'ai travaillé avec lui, j'avais plus aucun souci, toute ma pêche partait chez lui. D'accord. Et donc là vous fournissiez... à partir de là, il y avait plus aucun souci de vente, rien du tout. Non, c'était bien. Vous n'aviez pas de week-end, pas de vacances? Non, jamais. C'était vraiment, on l'a senti, c'était une passion, totalement. Ah oui, j'ai jamais entendu parler de vacances chez moi, non. Non, les vacances, c'était ici, quand il y avait Mistral, je sortais pas, tout était bien, il y avait, alors là, c'était un jour de repos, hein, c'est tout. Et on le vivait comme ça. Vous pêchiez seul sur votre bateau? Oui. Toujours. Vous avez jamais eu peur en mer? Non, jamais. Mais il faut dire que j'étais pointu, hein, au niveau de l'entretien et tout, c'était pas un bateau qui naviguait n'importe comment, hein. C'était d'abord le dernier bateau que j'ai fait là, c'est celui-là là. Il était absolument magnifique, il est encore dans le port mais là il est en perdition. Ouais, j'irai le voir aussi alors. Il faut que j'aille voir Cœur Volant et votre bateau. Il a un nom? Il a un nom, celui-ci? Lui, c'est le champion. C'est le champion. Pourquoi? Parce que le premier petit bateau, tout petit, pointu, que j'ai eu, s'appelait Champion. Il appartenait à Monsieur Cavallero de Marseille. C'était les arbalètes et les palmes Champion, la marque. Oui. Et comme son bateau portait ce nom, il faut jamais débaptiser un bateau, ça porte malheur. Donc je l'ai gardé son nom, il s'appelait Champion. Du coup, le deuxième, je l'ai appelé Champion aussi. Ça, quand on rentre bredouille, c'est un peu embêtant. Est-ce que vous avez un ou plusieurs souvenirs marquants de pêche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient là où vous vous dites ça a été une expérience incroyable? J'ai quand même avec les unités de bateaux que j'avais, on est obligé de rester dans des pêches de rascasse, donc il n'y a pas de pêche miraculeuse, quoi. Ça, un jour, vous en prenez 20 kilos, le lendemain 3 kilos, mais voilà, c'est ça la variable. La variation, c'est ça. Donc non, il faut pas s'attendre, il y a jamais eu de miracle, à part le requin, ces gros poissons, l'espadon, voilà. Non, sinon, non. C'était pas surprenant du tout. Mais c'était un vrai bonheur tout le temps, quoi. Parce que quand vous revenez avec un panier de rouget comme ça, croyez-moi, alors ça, vous en gardez 6 ou 7 pour le déjeuner, forcément. Est-ce que vous avez vu des espèces disparaître? Non, parce que,
avec le temps, ce que j'ai appris, et d'ailleurs les restaurants m'ont bien aidé à ce niveau-là, c'est que au lieu de diminuer les mailles, on les a grossis. Donc si vous voulez, il y a des petits poissons qu'on prenait avant qu'on prenait plus. On leur a laissé la paix. D'abord, on les a laissés grandir, c'est pas plus mal. Oui. Plutôt que de les mettre dans de la soupe de poisson, valait mieux qu'ils atteignent la taille qui était prévue pour eux. Hein. Et en grossissant les mailles, au contraire, les pêches devenaient de plus en plus belles. Et les clients les achetaient d'autant plus volontiers que le poisson était gros, quoi. Vous avez pas vu les effets de la pollution sur Non, les fonds pas marins à Port-Cros. Non, pas à Port-Cros. Non. Quel regard, vous avez parlé de l'aquaculture tout à l'heure, mais quel regard vous portez sur l'évolution du milieu de la pêche artisanale versus la pêche industrielle? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Écoutez, là je rejoins quand même le parc national, hein, parce que je pense que quand j'étais pêcheur dans le parc national, ils m'ont envoyé un nombre de scientifiques diaboliques pour discuter avec moi. Donc, ils ne devaient pas se dire « allez voir le braconnier du coin ». Ils m'ont envoyé parce qu'ils savaient que j'avais un peu les mêmes idées que quand ils voyaient mes pêches et vu les quantités et tout, ils savaient que je faisais des prélèvements qui étaient logiques et qui étaient pas destructeurs du tout. Et non, avec le parc, je me suis très très bien entendu d'ailleurs. Et vous pensez que la pêche artisanale aujourd'hui, elle est menacée ou pas? Elle est sacrément menacée, je comprends, parce que d'abord, il semblerait que maintenant ils soient obligés de travailler au réel, c'est-à-dire que tous les jours il faut qu'ils déclarent exactement la pêche qu'ils ont, alors que moi c'était pas ça, moi c'était forfaitaire. Ah oui. Alors c'était plus souple, beaucoup plus souple. 55 ans, c'est l'âge de retraite des pêcheurs. Vous avez fait 27 ans de rab, Jean-Claude. 27 ans de rab. Ça fait 3 ans que vous avez raccroché vos filets à la suite de vertiges qui vous ont vraiment... Suite de l'opération du cœur. Ouais. Ça vous manque? Ah, énormément, énormément. Mais je rêve encore la nuit de pêche que je suis en train de faire. Hein. C'est ahurissant. Ahurissant, mais tant mieux, ça c'est le bon côté de l'affaire, parce que rêver d'être... parce que là, c'est vrai que mes journées commencent à être un tout petit peu trop longues. Je suis un peu désamorcé, quoi. J'ai beau être un contemplatif, mais... Vous faites quoi de vos journées maintenant? Je lis et puis je regarde bien pas mal d'émissions scientifiques là sur la 7. Il y a des émissions qui me passionnent. Enfin, c'est vrai que la télé est un peu arrivée à mon secours, la lecture. Encore que j'ai jamais craint chaque fois que j'avais du temps. Mais enfin, quand on est professionnel et qu'on se lève à 2h30, après, c'est vrai que le moindre, si on a 2 heures à passer, on essaye de dormir un peu, hein, parce que on se lève vachement tôt, hein. Vous avez le désir de transmettre votre passion. Vous me partagez tout à l'heure qu'il n'y avait pas aujourd'hui de successeurs de pêche. Il n'y a plus de pêcheurs du tout à Port-Cros. Non, il y en a plus. Et je pense qu'à Port-Cros, pour qu'un pêcheur puisse s'installer, il faudrait qu'il ait déjà une maison. Bien sûr. Et le parc veille. Il y a que le parc qui possède encore quelques trucs. Comme moi, c'est la maison du parc, ça. C'est une maison du parc. Ah oui, c'est une maison du parc. Elle était à mon frère, qu'il avait construite sans permis de construire, un petit peu. Et puis le parc est venu m'ajouter ça pour que je sois bien à l'aise. Mais c'est une maison du parc. Si moi je m'arrête, eh ben cette maison, ils la donneront pas à un pêcheur. Ça, c'est sûr et certain. Ah, vous pensez... Non, ils en veulent plus. Ils veulent plus de pêcheurs? Non, ils en veulent plus. Si toutefois un pêcheur arrivait à s'installer ici, vous auriez désir de lui transmettre je monterais volontiers à bord si... oui, ça c'est sûr. C'est ce que je croyais quand Stéphane m'a acheté le bateau. Il a son gendre qui était marin-pêcheur à Sète. Et donc je pensais qu'il l'achetait pour lui. Et puis ce garçon n'a pas voulu faire la pêche ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, il est inclus dans son affaire... jusqu'à minuit, 1h du matin, évidemment, il peut pas tout faire. Hein. Bon, mais donc, si c'est vrai que s'il m'avait appelé pour lui donner des conseils, je serais allé volontiers. Quitte à lui faucher 3 rougets tous les jours. Oh, ça aurait été de bonne guerre. J'ai pensé tout à l'heure, en allant à mon quad, un jour, j'ai fait venir cette jarre. Oui.
que j'ai acheté au Lavandou. Mais je l'ai fait passer par le peintre en lettres et je lui ai fait écrire un truc à tel point que je l'avais mise là-bas et j'étais obligé de l'enlever parce que j'avais un défilé de gens avec des appareils photo. Vous irez la lire si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il est inscrit? Il y a marqué Seigneur en gros. Fais-moi prendre des poissons si gros qu'en les racontant, je ne puisse mentir. Et elle a été photographiée moult fois. Ah bah oui. Moult, à tel point que Jeanne elle m'a dit, écoute, non, on l'enlève de là, cette genre maintenant, parce que c'était un défilé. Dès qu'il y en avait un qui venait, l'autre venait, oh là là, ça s'arrêtait plus. Alors, en parlant de Jeanne, alors Pierre Buffet, que j'ai interrogé, dit « Avoir une vie sentimentale, a fortiori familiale à Porquerolles, tient du miracle ». Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous partagez votre vie avec votre femme Jeanne depuis bientôt 40 ans. Qu'est-ce que la phrase de Pierre vous inspire? Eh bien, écoutez, là, il a raison parce que franchement, j'ai eu 2 femmes avant. La première a vécu un petit peu avec moi à la Palue et un jour, elle m'a demandé Porquerolles, elle se plaisait plus à Porquerolles. Bon, ça peut arriver. La deuxième était une décoratrice. Alors, elle, je l'ai connue à Roussillon, dans le Vaucluse. Et elle était entourée d'eau à tel point que ça la stressait. Ça l'oppressait. Ouais, parce qu'il y avait que de l'eau autour d'elle. Il a fallu qu'elle s'en aille. Mais on est restés vachement amis, hein. Et ben, elle pouvait pas. Elle m'a dit, je suis désolé, mais là, l'île, je peux pas. Et quant à Jeanne, alors elle, ça a été le miracle qui est arrivé, puisque on a 25 ans de différence. Mais quand je travaillais, elle m'a connu il y a 35 ans, quoi. Ouais. Mais comme je bossais comme un fou et que peut-être je faisais pas mon âge à cette époque tellement j'en avais envie de travailler. Et oui, puis alors elle adore manger Jeanne, le poisson. c'est une porquerollienne ou non, elle est hiéroise, mais elle était venue au Provençal. Et il y avait une amie qui avait pris la gérance du Provençal. Elle était venue y travailler. Et après, curieusement, elle faisait des classes de mer avec l'Audelvar. Oui. L'Audelvar. Et comme ma sœur a été institutrice à Porquerolles, elle allait je sais pas où, dans les stations de l'Audelvar. Et donc, Jeanne est arrivée envoyée par l'Audelvar pour aider les classes de mer. D'accord. Et donc, ma sœur lui a dit à Jeanne, si tu veux venir à Porquerolles, viens me voir, j'ai un magasin, etc. Et donc, Jeanne s'est retrouvée au magasin. Et donc, voilà. Et depuis, elle résiste. Et elle depuis, se fait bien à la vie insulaire. Elle est aussi porquerollienne que moi. Ça, c'est fabuleux. Alors, Jean-Claude, j'aimerais qu'on parle de votre lien à Porquerolles à travers une petite série de questions très courtes et concrètes. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? À la saison, l'hiver. C'est l'hiver. J'adore l'hiver. D'abord, pourquoi? Parce que d'abord, l'hiver, on n'a pas cette crainte de l'incendie. Parce que tous ces gens qui viennent là, on ne sait pas comment ils vont se comporter. L'hiver, ça y est, on respire, on a l'île à nous, on sait que c'est pas les porquerolliens qui mettront le feu. Donc, et puis l'hiver, c'est des journées plus courtes, mais presque plus intenses et plus vraies. Il y a le feu de bois, on va chercher son bois, on fait son feu, on fait des grillades, etc. Et je trouve que l'hiver, c'est plus harmonieux d'abord parce que ma femme ne travaille pas, donc on est vraiment que tous les deux face à face. Oui. Après, il y a énormément de monde. Vous arrivez l'hiver, là, vous avez l'impression d'être sur un caillou. Il y a personne, hein. Il y a personne. Il y a personne, c'est non, vrai. Non, il y a très 10, peu de 12, navettes. Des fois, on est 7. Il y a 2 navettes par semaine, c'est ça? 2 ou 3, oui. 2 ou 3, oui. Donc c'est une vraie ça île. Fait peu. Oui, ça fait peu. Oui, oui. Et vous retrouvez peut-être aussi entre porquerolliens. Voilà. Oui. Alors ça c'est bien de me le demander parce que je vais vous faire voir quelque chose entre porquerolliens. Où c'est que ça se trouve? Là, vous en avez. Voilà. Voilà, regardez ce qu'on avait fait à la salle commune. Magnifique. À la salle commune de Porquerolles, là-bas, vous savez, cette salle, on l'a plus maintenant, la mairie nous l'a repris. Vous faisiez des grands repas, c'est ça? Voilà, regardez ça, c'était une bouillabaisse que j'avais offert à tout le monde.
Et tous les Porcrosiens se retrouvaient là. Enfin, ceux qui étaient sur l'île à ce moment-là. Parce que ça vient quand même. Bien sûr. Oui, il y a à peu près en personnes permanentes, quoi. 15, Normalement, 20 personnes. On comptait 35 avant. Maintenant, quand Jeanne fait le compte, des fois, elle dit on n'est pas 10. C'est vrai qu'on est beaucoup moins. Oui, vous voulez dire à l'année, en fait. Ouais. Hein. Ouais. Mais voyez mes bouillabaisse, regardez la taille des poissons et tout le monde se régale. Il y en a encore des temps de convivialité tous ensemble comme ça ou pas? Des repas? Ouais. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Est-ce que, Jean-Claude, il y a un endroit ou des endroits sur l'île que vous affectionnez particulièrement? Vos endroits préférés sur cette île? C'est-à-dire, chaque endroit me parle, moi, mais préféré non, parce que j'aime tellement Porquerolles en entier, quoi. Non, il y a pas d'endroit préféré. Non, c'est sûr que partout où je vais, j'ai comme un film qui passe aussi, hein, parce que les souvenirs, il y en a un paquet entre la pêche, les endroits où j'ai sorti des chapons, la Gabinière, c'est un endroit merveilleux. On y allait pêcher avec mon père, avec la canne, pour pêcher les oblades, là, avec une crevette. Là, on attrapait, on mettait le bateau dans la calanque, là, amarré des deux côtés. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Oui, donc c'est toute l'île, non, en fait. Mais c'est les souvenirs, l'île, bien sûr. Eh oui, ça marche qu'avec les souvenirs. Hein. Si vous deviez décrire la géographie de l'île en quelques mots à quelqu'un qui ne la connaît pas, qui est très loin, comment vous lui décririez Porquerolles? Je sais pas. J'ai tellement l'impression que c'est unique. Pour moi, c'est quand même un coin paradisiaque. Hein. C'est ça. Je vois que de belles choses. Ça a un petit peu évolué au niveau du port parce que les commerces sont bien obligés de s'adapter à la clientèle qui vit un peu le soir, la musique est un peu forte et tout. C'est pour ça qu'on aime bien l'hiver, mais sinon c'est quand même un paradis quand on est là. Cette paix, elle vous enveloppe complètement. Vous êtes en osmose. On le sent qu'on fait partie de la nature. On est avec. Donc c'est vrai que après quand on est sur la côte, c'est difficile de trouver un endroit aussi prenant. Hein. Il y a tellement d'autres bruits de voitures. Non, ici c'est vrai que dès qu'on arrive, on est boum, ça y est, on est dans un petit paradis, quoi. Absolument. Et en même temps, je pense que tout le monde, aujourd'hui, dans notre société actuelle, tout le monde n'est pas disposé à accueillir cette paix, cette sérénité. Les gens, finalement... Mais ils la connaissent même pas. Hein. Exactement. Et c'est surtout, c'est ça leur problème, c'est qu'ils la connaissent pas. Et quand ils la connaissent, alors ils deviennent accros de Porquerolles. Vous pensez tous? Oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même quelques paires d'amis, lorsque je les reçois chez moi, ils sont charmés. Il n'y a pas besoin de rien faire d'autre. Ils sont charmés. Tout à l'heure sur la pêche, vous m'avez dit j'ai pas de souvenir en particulier, et quand je vous demande un endroit préféré, vous me dites c'est toute l'île, c'est les souvenirs. Mais est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote marquante que vous avez vécue à Porquerolles et dont vous vous dites j'aurais jamais pu vivre ça ailleurs? Et même si c'est un petit souvenir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit d'un moment, d'une expérience, d'une rencontre, C'est-à-dire, c'est un tel bonheur pour moi je sais pas, j'arrive pas bien à trier, quel est le moment où je suis mieux que d'habitude. Et c'est vrai, tout est tellement parfait pour moi, tout est tellement parfait que je vois pas du tout quel est le détail qui pourrait être plus fort que les autres, parce que la vie que je mène ou que j'ai menée, même là, si c'est sur la fin, d'accord, mais il n'empêche que je sais que maintenant, du jour au lendemain, il va arriver un truc qui j'aurais pas prévu. Et bon, mais voilà, ça sera fini. Mais je me cramponne là, parce que franchement, je sais que maintenant, je suis vulnérable. Alors bon, j'en ai pas peur, hein. J'ai pas peur, parce que quand on a vécu 86 ans,
Je suis arrivé à l'âge de 8 jours à Porquerolles. Ma mère, elle a accouché au Lavandou. Et comme la plupart des enfants qui naissent sur la côte, après ils arrivent, ils ont 8 jours. Vous qui avez vécu à Porquerolles et sur le continent, en plus dans des contrées lointaines et froides, on dit souvent de la vie insulaire qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? Peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Qu'est-ce qui fait la particularité de la vie insulaire? D'abord, presque ça n'est pas si facile que ça. Et je pense que c'est pas non plus une grande difficulté, mais il n'empêche que ça se mérite. Et je crois que tout le mot, il est là. Ça se mérite. À savoir, si vous faites pas un effort pour être en osmose avec l'île, et c'est probablement ce qui arrive à pas mal de gens qui croient qu'ils vont pouvoir vivre sur l'île et qui s'aperçoivent qu'en hiver, quand il n'y a pas de bateau, la tempête ou quoi, mais d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et alors, ils croient qu'ils sont au mauvais endroit. Eh oui. Et c'est ce que nous, le vrai Porquerolles, on ressent différemment, à savoir, le jour où il y a tempête, le bateau ne vient pas, l'hélicoptère ne peut pas venir, personne ne prend un objet coupant, personne ne prend une hache, personne ne prend une scie. Ce jour-là, tout le monde reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce jour-là, c'est dangereux, on ne peut pas venir à ton secours. Mais ça s'apprend. Et alors, si vous avez des gens qui veulent toujours commander à tout, et ben ceux-là, ils se sentent pas bien. Oui. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Cette prise de conscience. C'est pas beaucoup, mais il n'empêche que ça, c'est un exemple frappant. Alors, à écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe, des espaces délimités, ouverts sur l'infini. Pierre Buffet, qui écrit dans l'esprit de l'île, en parlant de la vie sur l'île, y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude, une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y donner vie à ses rêves. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, il a certainement raison, parce que quand on se trouve face à soi-même, et là, Dieu sait que c'est le cas, et si vous n'êtes pas bien avec vous, c'est pas à Porquerolles qu'il faut venir. Il faut être en osmose complète, il faut être en équilibre total et se dire, même quand vous êtes tout seul, eh ben vous êtes bien. Ouais. C'est pas quand il y a plein de gens autour de vous. Être en paix avec soi-même. Non, ça c'est sûr. Est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île? Madame Henry était quand même une personne un peu secrète. Je pense pas pouvoir dire grand-chose sur elle parce que je la connaissais, mais pas plus que ça. Elle était adorable, mais secrète quand même. Alors pour vous, l'esprit de l'île, qu'est-ce que c'est? L'esprit de l'île, c'est tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, à savoir que vous êtes bien avec vous-même, que c'est vrai qu'être deux c'est mieux, hein. Alors le fait de moi de vivre avec Jeanne, ça m'apporte énormément parce que d'abord ça m'apporte tout. Il faut pas quand même croire que si j'étais célibataire, j'aurais les mêmes joies que là. Aujourd'hui, Jeanne travaille. C'est moi qui passe à la cuisine. Elle arrive, elle se passe à table, elle est ravie. Quand c'est elle qui fait la cuisine, c'est moi qui suis ravi. Donc, si vous voulez, ces échanges-là, qui sont de l'ordre de tous les jours, mais il n'empêche que ça fait partie quand même des joies de vivre ensemble. Et à partir de là, on fait attention à l'autre, etc. Donc, je crois que c'est cet accord, cette plénitude qui est ressenti comme ça et qui vous apporte le calme. Hein. Dans ce que vous dites, parce que vous revenez du coup à des choses très simples, j'ai le sentiment que cet esprit de l'île, c'est à la fois une certaine
paix avec soi-même, une certaine paix avec la nature qui nous entoure et peut-être un retour aux choses simples, justement. Puisque il semblerait... Tout à fait. Je sais pas s'il est... Tout à fait. Probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui savent apprécier ces plaisirs simples de la vie au quotidien, mais peut-être qu'ici, on en a une conscience plus aiguë, vous pensez ? Voyez, moi, ce que je pense, c'est que tout doit se résoudre dans la simplicité du ressenti, à savoir que si vous voulez vivre, c'est quand même 24 heures. Vous pouvez pas toujours être contemplatif non plus. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien apprécier ce qu'on fait, ce que fait l'autre aussi. Donc à partir de là, il y a quand même un équilibre qui s'installe et qui fait que ça fait un tout. Oui. Voilà. Et c'est ça quand on a ça, on n'est pas toujours un poète 24 heures sur 24, où on peut pas être un rêveur. Il faut être tout, mais un peu, chaque fois, au bon moment, puis c'est tout. Une belle philosophie de vie. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous connaissez bien les îles de Porquerolles et du Levant ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Porquerolles, pas du tout. Vous y êtes déjà allé ou pas ? J'y suis allé 2 ou 3 fois, pas plus. Oui. L'île du Levant, un petit peu plus, quand j'étais jeune. Mais à l'île du Levant, leur façon d'être, ça corrobore pas du tout avec ce que je pense. Alors, du coup, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que surtout, vous êtes porcrosien, vous connaissez pas très bien les îles voisines. Est-ce que vous sauriez dire quel est globalement, alors pas faire de généralité non plus, mais le regard que les porcrosiens portent sur Porquerolles ? Alors, Porquerolles, je pense que les porcrosiens aimeraient pas être porquerolais, parce que quand même, on déverse jusqu'à 7 et 8 000 personnes par jour, et que à un moment donné, Porquerolles ressemble plus à rien, quoi. C'est la cohue, et je pense que trop de monde, ça fiche tout en l'air, hein. Les plages, les machins, ils sont partout, trop nombreux sur les bateaux. Non, je pense que, je crois qu'il y a aucun porcrosien qui souhaiterait être porquerolais. Mmh. Cette tranquillité porcrosienne. Parce que voilà, nous on acquiert cette tranquillité à partir de là, le 1er octobre, ça y est, on a quelques bateaux qui viennent. Non, c'est génial. Et puis Porquerolles, il faut, c'est ce que je disais, Porquerolles, ça se mérite un voilier. Il est dans le port. Il a quand même fait la traversée. Mmh. Alors quand en hiver on voit un voilier ou deux, ils ont fait l'effort de venir avec le bateau. Ils ont fait un effort. Porquerolles, vous avez 10 minutes entre Gien et Porquerolles. C'est pas une traversée, quoi. C'est juste une balade. Mais c'est vrai. Ils ne prennent pas la mer. Oui, pour venir à Porquerolles, on sent qu'il y a un effort plus c'est une important. Traversée. Selon le bateau que vous avez, quand ça dure 1h30 dans le bouillon. Et l'été, vous subissez jamais la pression touristique Non, pas moi. Pas vous. Pas moi, parce que d'abord j'ai la chance de vivre ici, et ça je remercie le parc ardemment, parce que franchement déjà d'avoir ces 200 mètres du port, les gens ils arrivent, ils passent en bas, ils vont à la plage, je les vois pas, ni à l'aller ni au retour. C'est vrai que j'ai une situation merveilleuse. Oui, vous êtes un peu en retrait. En retrait, et pas loin non plus. Oui, exactement. C'est fabuleux. C'est vrai. Et comme vous le dites, bon, Porquerolles subit moins de pression touristique, et peut-être que les touristes qui viennent ici, alors s'ils savent que c'est une île dans laquelle il n'y a pas 50 animations, qu'on y vient pour marcher, qu'il n'y a pas beaucoup de plages non plus, qu'elle se mérite, c'est peut-être aussi une autre forme de tourisme ici. C'est vrai, tout à fait. Et ici, avec mes 200 mètres là, où il y a personne à côté de moi, quand j'entends le requiem de Mozart, ça me fait, même s'il est un peu trop fort des fois, mais je me régale parce que je l'entends pleinement et personne qui rouspète. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quel conseil vous donneriez à un touriste qui vient passer une journée à Porquerolles pour saisir l'authentique Porquerolles ou s'approcher tout du moins de son essence? Vous lui diriez de faire quoi? Il faut que je me mette à sa place. Alors ça, je sais pas. Il connaît pas. Il connaît pas. Oui, alors forcément, il va prendre la carte, il va vouloir marcher dans l'île. Seulement, voilà, les sentiers, les marches à Porquerolles sont quand même conséquentes, hein, parce que qu'on envoie quelqu'un à Portmont ou qu'on l'envoie faire les crêtes là-haut,
quand il fait chaud... Bien s'équiper alors. Oui, il faut être bien équipé, il faut qu'il ait sa bouteille d'eau et puis que ce soit un bon marcheur aussi. Oui. Après ça, le port il est vite visité. Hein. Pour alors, dans une journée, c'est difficile. Moi, je crois que tous les amis que j'ai reçus pleinement, dont un qui a fait son service militaire avec moi, après l'armée, il est venu me voir à la Palue, il est venu me voir ici. Il venait à Noël, à Pâques et un mois l'été. Pendant des années, et il adorait cette île. Il fallait pas lui parler d'aller ailleurs. Alors lui, je l'emmenais à la pêche, par contre. Ah oui. Oui, donc en fait, il faut passer une nuit à Port-Cros, si je comprends bien. Ah oui. Ouais, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ouais. Ça, c'est sûr. Dormir à Port-Cros, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon, dormir à Port-Cros. Oui. En 85 ans, comment vous avez vu l'île évoluer? Est-ce que vous avez vu des choses vraiment importantes évoluer sur cette île? Vous parliez du port tout à l'heure. Mais il y a des choses qui ont évolué, bon, dans le bon sens, à savoir que on a eu l'électricité, on a eu l'eau. Alors déjà, vous vous rendez compte, l'eau, on nous amène l'eau de la côte et on vient nous chercher nos poubelles et on a l'électricité. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on n'avait pas avant, d'un coup, on l'a eu. Oui. C'était déjà un paradis, mais corvéable, hein, parce que quand il fallait aller chercher l'eau à la Noria avec des jerrycans, les poubelles, on les brûlait parce que il fallait les faire disparaître. Ouais. Et l'électricité, n'en parlons pas. Le nombre de lampes à pétrole qu'il y avait dans la maison. Donc les éléments de confort. Oui, mais là maintenant, vous vous rendez compte, on a rattrapé tout le retard et c'est un réel bénéfice, quoi. Hein. Il y a des choses qui ont changé que vous regrettez ou pas? Ben écoutez, ce que je voudrais maintenant, moi, c'est que les commerces se calment un peu parce que quand on descend au port, maintenant, il n'y a plus que ça, des chaises, des gens assis sur des machins qui boivent. Et ça, ils ont perdu un peu le cachet de Port-Cros et c'est le commerce qui est en priorité. C'est peut-être la raison pour laquelle je préfère l'hiver, en fait. Quand je descends au port l'hiver... Tout est fermé. Ah, tout est fermé. Comment vous avez vécu l'arrivée du Parc National en 63 ? Alors, non seulement je l'ai bien vécu, pour la bonne raison, c'est qu'ils sont arrivés sur la pointe des pieds. Il y a 2 gardes qui venaient de la Marine nationale, qui avaient fait leurs 25 ans de marine, qu'on a décrété être gardes de Parc National. Ils n'étaient pas plus écolos que les autres. Et il y en avait même un qui savait pas conduire les véhicules. Donc ils avaient un Boston Whaler et une Jeep. Et autant vous dire que quand ils ont dit on est parc national, oui, ça voulait dire quoi? C'est une appellation avec rien derrière, quoi. Maintenant, ils ont rattrapé le retard même bien, mais bon, l'arrivée du parc a été une bénédiction finalement, parce que ça a freiné tous les gens qui avaient plein d'idées. Hein. C'est juste pour comprendre. Non, c'est une expression que j'emploie que j'ose pas toujours dire. Je dis, s'il n'y avait pas le parc, il y aurait des tables sur les pontons. Juste pour vous faire voir que jusqu'où ça serait allé. Alors, vous voyez, heureusement qu'on les a maintenus. Et malgré cela, je trouve qu'ils empiètent beaucoup. Mais c'est un juste équilibre à trouver. Ah ouais, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Il faut laisser. C'est bien de gagner sa vie, mais il faut quand même que Port-Cros ressemble encore à Port-Cros, quoi. Hein. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Quels sont pour vous les grands enjeux de Port-Cros dans les années à venir ? Ben, je suis quand même inquiet de savoir si le parc va durcir sa position, à savoir que déjà il souhaite un certain nombre de bateaux, puisque maintenant chaque bateau qui vient prend une bouée mais n'a pas le droit de jeter l'ancre. Oui. Donc ça veut dire qu'il a la main mise sur la quantité de la fréquentation par le nautique. Ça c'est plutôt pas mal, non ? Non, c'est même très bien. Parce que c'est pas le cas à Porquerolles et on voit les baies qui sont complètement... À condition que
ça reste comme ça, là, comme ça, Oui. c'est clair, mais c'est bien. Et les gens se sont bien d'avoir une bouée, ils sont contents. Je me souviens, moi, quand j'étais pêcheur et que j'avais attrapé pas mal de rougets, je voulais pas venir les démailler à Port-Cros parce que j'allais dans une calanque, et dans les calanques, il y a des endroits où c'est que du sable. Mais c'est là qu'il faut jeter son ancre, pas dans les posidonies. Oui, bien sûr. Et ça, on l'a toujours fait, nous les pêcheurs, on a toujours veillé à envoyer l'ancre dans les blancs. On appelle ça des blancs. Mais vous savez, parfois les gens de visiteurs... bateau, il y en a qui ont le bateau depuis 8 jours, et ils n'ont pas tout acquis non plus. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on a un bateau qu'on est écolo. Hein. Il me reste 2 questions, Jean-Claude. Quelle est votre définition du port-crozien ? Ah, il y a le port-crozien, je sais pas si j'ai le droit de dire quoi que ce soit, là, parce que... j'en vois passer tellement de gens qui restent pas... je sais pas, je peux pas dire le port-crozien. Forcément, il y a celui qui gagne sa vie et qui fait gagner sa vie à plein de gens. Je peux pas le juger non plus. Et pourtant, c'est un vrai port-crozien, mais bon, comment faire? Là, je ne saurais dire, parce que, en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est cette vie que je regrette absolument pas, qui est presque, c'est une vie de luxe que j'ai eue, parce que quand on a sur la table tous les jours la possibilité de manger soit une bouillabaisse, soit des rougets, soit des langoustes, et que même votre femme me dit, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui? Mais je crois que c'est un vrai luxe, quoi, non? Alors, le port-crozien, c'est un bienheureux ou pas? En tout cas, vous l'incarnez. Oui. Un bienheureux, ça, c'est sûr. Mais il faut quand même être un petit peu poète, un peu près de la nature. Et un peu résistant quand même à la solitude. Voilà. Après, il y a aussi les moments difficiles où il y a des tempêtes, etc. Alors là, on pourrait un peu piaffer, mais on peut pas vivre sur un rocher comme ça sans qu'il soit pas battu par la mer, etc. C'est bien normal. D'abord, rien n'est aussi bon que un coup de Mistral qui s'arrête. Il y a une paix qui s'installe. Tout le monde est là, tout le monde respire. Et c'est comme un soulagement. Il vient de se passer un truc et vous êtes soulagé parce que ça vient de s'arrêter. C'est la nature elle-même qui vous dicte l'ambiance. C'est fou, hein. Quand vous pensez à Port-Cros, vous fermez les yeux, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est que quand je dors, j'en ai tellement d'images que je me demande... Je sais pas, le matin quand je me réveille, je suis déjà heureux. Alors... et tout me fait plaisir, moi, tout me fait plaisir, absolument. Il y a peut-être quand même une chose dont j'ai pas parlé, c'est tout ce bonheur que je ressens port-crozien, mais je le dois quand même beaucoup à ma femme. Parce que l'être humain, il est pas tout seul. C'est pas vrai. Je pense que ça se vit beaucoup à deux, cette forme d'osmose, de l'île, de l'amour, de tout. Et si vous n'avez pas avec vous la complémentarité qui vous manque, parce qu'il y a rien à faire, on n'est pas entier si on n'est pas deux, hein. Enfin, je sais pas, j'ai dit peut-être des conneries là, mais il y a longtemps qu'elle n'est pas allée sur la côte, elle a trouvé le moyen de se faire livrer la nourriture. Ah oui, donc vous traversez pas tous les deux? Oh non. Incroyable. Tous les deux. C'est rigolo. Hein. Ah oui, mais là, on se ressemble beaucoup. Merci infiniment, Jean-Claude, prie. pour votre précieux témoignage. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude pour sa douce joie communicative. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.